soignante et assistante en soins en gérontologie. Je suis Aurélie, infirmière, coach en psychologie. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de nos besoins fondamentaux. Donc on en a 14. Donc si on fait cette vidéo, c'est pour prendre conscience qu'on n'a pas que des besoins primaires, genre manger, dormir, respirer, qu'on a beaucoup de besoins à satisfaire. Et selon la méthode de Virginia Anderson, Aurélie va nous présenter qui est Virginia Anderson. Alors Virginia Anderson, c'est une infirmière américaine. Les dates, je vais vous les reciter un peu parce que je ne les ai pas forcément par cœur. 1897-1996. Alors c'est une infirmière américaine donc, qui a monté ce projet des 14 besoins fondamentaux pour les soignants, donc que ce soit du cursus aide-soignant, infirmier ou tous les autres cursus. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment le principal... C'était presque notre Bible, hein, pendant notre formation. Voilà. On construisait nos mises en situation professionnelle autour de ça. Nos démarches de soins, c'était vraiment en fonction des besoins fondamentaux. Alors pourquoi on voulait vous faire une vidéo? Parce qu'on s'est aperçu souvent qu'on est centré sur des besoins un peu, on dit vitaux, respirer, manger, boire, dormir. Alors qu'en fait, un individu, il a besoin de bien d'autres choses. Elle avait réparti sur 14 catégories des besoins fondamentaux qui font que du coup ça nous différencie vraiment et ça fait le propre de l'être humain. Du coup, l'idée c'était vraiment de ne pas se centrer que sur des besoins type respirer, manger, boire, mais aussi de se centrer sur le fait que l'individu en tant que tel, en tant qu'humain, a besoin aussi de se récréer, a besoin de communiquer, a besoin d'apprendre. On va vous les décrire un petit peu de façon plus précise. On a fait une vidéo un petit peu fun. On a une partie un peu théorique qui va être mélangée à des petites vidéos assez sympas. Alors n'hésitez pas sur les vidéos, on a fait ça de façon ludique, de façon rigolote. Donc vous allez voir qu'il y a des contrastes entre ce qu'on vous explique en théorie et ce qu'on voit en vidéo. C'est volontaire, c'était aussi pour qu'on ait un petit côté un peu amusant et pour un peu imaginer un peu de façon un peu plus tranquille ces besoins qui sont un peu comme dit Lydie, un peu la Bible pour nous soignants. Évident, hein, voilà. C'est un besoin qui reste quand même primaire. On est plutôt dans l'oxygénation des cellules de l'organisme. La qualité de l'air aussi, elle a son importance dans tout ce qui est fumée, tabagisme, pollution. Voilà, ça joue un peu sur notre respiration, sur la qualité de ce que nos poumons peuvent absorber. Donc, très important, les milieux un peu... favoriser plutôt la verdure, même le blanc, hein, la neige, la montagne, etc. Tant que possible. Aussi l'anxiété qui peut amener des problématiques d'oxygénation. Voilà, quand on est anxieux, on respire plus vite, on respire mal. On ne fait pas forcément des respirations profondes. Exactement. Si vous avez le temps dans la journée, c'est pas mal quand même de prendre ces moments où on respire profondément. C'est-à-dire qu'on n'aspire pas le nez profondément et on expire par la bouche. Si vous le faites à peu près 5 fois par jour, c'est top, surtout le soir avant de s'endormir. Au moins on est sûr que le corps a bien diffusé son oxygène, donc c'est pas mal. Un petit conseil. Exact. Et je rajouterais juste par rapport à ça, c'est que du coup quand vous faites ces respirations profondes, ça vous permet aussi de vider vos poumons. En fait, on dit toujours, c'est un peu comme une poubelle, c'est-à-dire... Il reste toujours un petit fond. Exactement. Donc l'idée c'est vraiment de vider sa poubelle, vraiment aller chercher la respiration jusqu'au fond des poumons pour pouvoir vraiment les renouveler cet air correctement. Même bloquer l'air, quand vous exactement. respirez, vous bloquez, quelques secondes après vous expulsez un peu tout l'oxygène. Et puis vous ressentez qu'au niveau du bien-être physique, il se passe aussi des choses, c'est-à-dire qu'il y a un vrai relâchement musculaire, une vraie détente même au niveau des épaules, au niveau de la tête, au niveau du corps. Et pour finir, il y a aussi des positions pour l'oxygène qui sont favorables, donc la position demi-assise, notamment la nuit quand on a du mal à respirer allongé. Donc ça vient parfois de certaines pathologies. Et c'est vrai que la position demi-assise c'est quand même plus confortable pour la respiration. Exactement. Voilà pour ce besoin qui est quand même un besoin évident. Besoin de boire et manger. Alors là, il y a un besoin aussi qu'on dit un peu vital, l'hydratation et l'alimentation. Je vais commencer par l'hydratation.
Alors, vous savez que nous sommes donc des êtres qu'on dit hydriques. On est composé, alors selon les hommes et les femmes, c'est pas la même composition. 45% et entre 45 et 60% pour les femmes et entre 50 et 65% pour les hommes. Donc on est quand même constitué d'eau. Donc c'est important de prendre en compte que l'eau c'est quelque chose de vital. Sans eau on meurt, c'est comme sans oxygène on meurt. Sachant que la proportion du pourcentage d'eau il est plus important quand on est petit. Et plus on va aller dans l'âge, plus cette proportion elle va diminuer. En gros 75% quand on est nourrisson et 50% quand on est une personne âgée. Alors les recommandations, on dit 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, par personne. C'est aussi à prendre en compte en fonction du poids. Plus effectivement on a un petit poids, moins on va avoir besoin d'eau, ce qui est physiologiquement logique. Donc c'est important de prendre en compte ces données-là. Prendre en compte aussi que si on a une activité physique ou qu'il fait très chaud, on va forcément augmenter notre consommation d'eau, ainsi que les femmes qui allaitent, qui ont besoin de plus d'eau parce qu'elles vont avoir cette partie allaitement, donc elles vont donner une partie de leur eau à leur bébé. Donc du coup c'est important de prendre en compte ça et de dire que les femmes enceintes, qui allaitent, elles vont avoir besoin de plus d'apport d'eau. Alors, les petits conseils pour l'eau. Alors, pour les coups de barre. Les coups de barre qu'on a un peu l'après-midi, c'est souvent en lien avec une déshydratation. Donc c'est important de le prendre en compte et de se dire j'ai un coup de barre en plein milieu de l'après-midi, et ben je vais me prendre 2 verres d'eau. Donc ça c'est le premier conseil qu'on peut donner. Souvent on a des personnes qui se plaignent de maux de tête. Alors ça peut être d'autres problématiques, d'autres types pathologiques, etc. Mais ça peut tout simplement être un problème de manque d'eau. Donc c'est important de bien s'hydrater courant de la journée, de ne pas se dire je bois 1 litre d'un coup, parce que du coup on va remplir notre vessie assez rapidement et ça n'a pas d'intérêt. Et puis du coup bien répartir. Maintenant, le conseil pour les personnes qui ont du mal à boire. Alors, il y a 2 conseils. Le premier conseil, c'est de prendre une bouteille simple, plastique ou verre. Dans l'idéal, c'est le verre parce que du coup, sur le zéro déchet, on est sur du verre. Et de répartir notre liquide sur la journée. Donc de l'eau, mettre jusqu'au haut. Et de marquer avec un marqueur, de répartir avec un marqueur, en fait, on fait une flèche en disant premier quart, deuxième quart, troisième quart. Et on partage la bouteille en 4 ou en 3, peu importe, comme on veut. Est-ce qu'on peut noter aussi des heures? On peut noter des heures, tout à fait, on peut mettre des heures sur la bouteille. Et comme ça, on se permet de boire tout au long de la journée. L'important, c'est d'avoir en visuel la bouteille. Parce que les gens oublient de boire parce qu'ils font d'autres choses. Si la bouteille elle est devant nous, on va être incité à boire. Le troisième conseil, c'est que après on peut utiliser, donc on avait sorti d'autres bouteilles, ça peut être du verre parce que c'est pas, au niveau écologique c'est mieux. Après vous pouvez aussi prendre des bouteilles en plastique que vous recyclez simplement et puis vous mettez votre dedans. Ouais, puis c'est sûr que l'eau c'est le plus hydratant, mais aussi si on a du mal à boire de l'eau, une goutte de sirop, une goutte de jus de tisane, voilà. Un peu de sucre. Exactement. Après, il faut bien se dire, on n'interdit pas. Dire que entre ne rien boire et boire avec une petite goutte de sirop, une petite goutte de citron, une petite goutte même de zeste de fruits, il vaut mieux boire. Après, l'idée c'est de le répartir sur la journée. Les petits conseils, c'est d'éviter de boire pendant les repas parce qu'en fait, ça dilue vos aliments. Donc c'est important de répartir sur la journée et de ne pas boire pendant les repas. On pourra couper. Et puis attention aux personnes âgées qui ont moins la sensation de soif, en fait il faut être vigilant par rapport à l'hydratation parce qu'ils oublient de boire. Ils boivent vraiment très très peu. Donc alors c'est important, alors il y a aussi l'équivalent, c'est un verre d'eau, un yaourt. Ça c'est l'équivalent. Ça nous on l'utilise beaucoup en maison de retraite, ce système c'est un verre d'eau qu'on peut remplacer par un yaourt, donc c'est assez intéressant pour les personnes qui ont du mal à boire. Éviter par contre, on dit toujours éviter, mais c'est ne pas interdire, mais éviter tout ce qui est boissons gazeuses, parce que les boissons gazeuses elles sont très riches en sel et elles sont très acidifiantes, ce qui peut entraîner des problèmes de brûlure d'estomac. Donc c'est assez... À part pour les problématiques de déglutition. Pour les problèmes de déglutition, par contre, comme tu dis, on va utiliser plutôt de l'eau pétillante parce que ça va faciliter la déglutition. Voilà, limiter les sodas parce que c'est très sucré, autant prendre un sirop. Parce qu'entre une boisson où il y a 50 sucres dedans et un petit zeste de citron, c'est quand même... Ouais, de temps en temps un coca... Ne pas interdire. Ne pas interdire. Voilà pour l'eau. On va continuer sur l'alimentation. Alors l'alimentation, première règle, c'est ce qu'on s'était dit avec Lydie, ne pas interdire. Interdire l'interdit. Priver le corps de son moteur, de son essence. Voilà. Vous enlevez l'essence à une voiture, elle ne fonctionne pas. C'est le même système que pour l'organisme.
Après, on ne dit pas pour ou contre les régimes, c'est pas le propos en tout cas. Je rebondis d'où l'importance d'aller consulter des diététiciens qui sont quand même très à jour. Parce que des fois, on voit des mesures de régime qui datent d'il y a longtemps et qu'on sait que c'est néfaste. Donc, il vaut mieux être suivi par un diététicien si vous voulez perdre du poids ou vous rééquilibrer dans votre alimentation. N'allez pas faire ça tout seul. Non, parce que ça peut même être dangereux. En fait, il faut bien comprendre que l'organisme il a besoin d'un apport qui soit de qualité et en quantité. C'est-à-dire que si vous avez des manques, le système de l'organisme il est très bien fait, c'est-à-dire qu'on a un système qu'on dit capable de s'auto-équilibrer. C'est-à-dire que si on a tant d'apports, on a tant de sorties, etc. C'est un peu comme les systèmes entrée-sortie. Notre corps, il fonctionne comme ça. On a une problématique d'hyperthermie, on va avoir d'autres choses qui vont se mettre en place, ça fonctionne comme ça. Puis le cerveau nous envoie des signaux. Exactement. À un moment, vous avez envie, je sais pas, de manger une banane, ça veut dire qu'inconsciemment, votre cerveau vous dit attention, vous manquez de magnésium, potassium. Ouais. Donc c'est important de bien prendre en compte que l'alimentation, ça doit être avant tout un plaisir et on redit bien premier interdire. La première chose, c'est le plaisir. Manger, alors pour les personnes âgées spécifiquement c'est assez délicat parce que les personnes âgées elles ont perdu toutes les sensations au niveau gustatif, donc ce qui reste souvent c'est le sucré. Le sucré, le salé. Le sucré, voilà, c'est épicé, sucré, du coup on a besoin de rehausser assez souvent les plats, donc c'est important de prendre en compte ça. Que l'alimentation finalement ça joue sur notre capacité de s'auto-réparer, sur notre dynamisme, sur notre vitalité. Nos cellules ont besoin de l'alimentation, nos muscles, tout notre organisme a besoin de se nourrir. Alors attention, il y a bonne et mauvaise alimentation, parce qu'une mauvaise alimentation, ça peut entraîner aussi des problématiques de pathologie, donc des problématiques de maladies cardiovasculaires, de diabète, même des problématiques psychologiques. Quelqu'un qui ne mange plus, ça va jouer sur ses nerfs, ça va jouer sur son état émotionnel. Donc c'est important, l'alimentation c'est quand même une des bases. Et il y a un serment, Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament, et je pense que c'est vraiment de mise de dire ça aujourd'hui. Ah, c'est sûr que l'alimentation c'est le premier médicament. Exactement. Pour votre bien-être. Pour le bien-être. Et puis comme disait Lydie, on rebondit sur le fait que ce soit un plaisir. Le plaisir alimentaire, il est primordial, c'est-à-dire que une personne âgée par exemple, que ce soit à domicile, en maison de retraite, le plaisir c'est la nourriture. Alors on voulait vous montrer un exemple qui est assez intéressant, c'est ça. Oui. Alors, un exemple tout bête, c'est que si vous donnez à votre papa, votre maman, peu importe, ou même une personne âgée, enfin peu importe, vous donnez à quelqu'un une assiette blanche et puis vous lui mettez quelque chose de blanc à l'intérieur. Comme de la purée par exemple. Comme de la purée par exemple, qui n'a quasiment pas de couleur, ça donne pas envie. Par contre, on a pris effectivement pour trancher une pomme, donc avec une couleur assez tranchée. Je la mets à l'intérieur, ce qu'on remarque c'est que ça ressort. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ça ressort. En fait, on voulait vous montrer dans la méthode Montessori, c'est vraiment ce qu'on a un peu étudié, c'est vraiment les contrastes. C'est-à-dire que si vous mettez du blanc sur du blanc, la personne n'a pas envie de manger. Donc si vous mettez un aliment blanc, mettez une assiette de couleur ou même un dessous de table de couleur, mais faites en sorte que l'aliment il ressorte, parce que plus l'assiette sera belle, plus ça déclenchera la salivation. Voilà, tout le système qui se met en place pour pouvoir donner envie de manger et manger. Donc, et c'est primordial parce que souvent, si on vous sert une purée qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'odeur, vous avez surtout pour les régimes mixés, en GEMA, etc., ça donne difficilement envie. Et il faut essayer de rendre ça un peu joyeux, quoi. Voilà, après vous pouvez aussi, dans les textures mixées pour les personnes âgées ou même pour les petits, c'est des personnes qui ont pas forcément, qui ont des problématiques de dentaire et qui ne peuvent pas forcément manger en texture normale. N'hésitez pas par exemple à répartir dans votre assiette et faire des espaces. Par exemple, déjà, la première chose importante, c'est pas des trop grosses quantités. Quelqu'un qui n'a pas envie de manger, ne lui mettez surtout pas une assiette pleine, mais mettez-lui une petite assiette avec des petites quantités. Il aura peut-être mangé la même quantité que vous, mais du coup, ce sera réparti différemment. Et répartissez sur votre assiette pour que ça donne envie, en tout cas, que ce soit du mixé, une texture lisse, une texture normale. Tout peut être adapté pour que ça puisse donner envie de manger. Et dans les régimes, c'est beaucoup de légumes, poissons, variés. Enfin voilà, il faut varier votre alimentation, du poisson, des légumes. Un régime qui est riche en légumes, c'est quand même bien pour le transit, c'est bien pour beaucoup de choses de l'organisme. C'est primordial de manger des légumes, des fruits. Peu de féculents, mais des légumineux, ça vous pouvez vraiment compenser avec des légumineux, tout ce qui est céréales complet, la viande, le poisson, et puis les tâches privilégiées du chèvre et brebis, ça se digère un peu mieux. Voilà pour l'alimentation. Le besoin d'éliminer.
Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a des entrées, mais on a aussi des sorties, l'élimination. En fait, notre organisme il a besoin d'éliminer des substances qui sont toxiques, nuisibles, du fait de notre métabolisme, c'est physiologique. On a plusieurs manières d'éliminer. Donc on a tout ce qui est urine, on a le transit avec les selles, on a la transpiration, on a aussi, lors de l'expiration, on élimine du CO2, mais on a aussi tout ce qui est règles, menstruation. Donc c'est important de prendre en compte ces éliminations qui sont physiologiques, ne pas les bloquer. Si on prend des petits conseils, donc les urines, c'est important de prendre en compte ces urines. On dit toujours individuellement, il faut quand même surveiller comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Et on le voit quand on regarde nos urines par exemple. Quand elles ne sentent pas, c'est qu'on a plutôt une bonne hydratation. C'est important, un manque d'hydratation, c'est qu'on va avoir des urines qui vont être très foncées, très odorantes, et on peut avoir des problèmes d'infection urinaire derrière. Donc c'est important de permettre de clarifier. Le matin quand même, elles sont parce qu'elles stagnent. Voilà, en fait, le matin, c'est parce qu'il y a la nuit, souvent on n'urine pas forcément la nuit, donc on a une stagnation de l'urine, donc c'est normal qu'on ait des urines qui soient plus concentrées le matin. Après, courant de la journée, on se réhydrate toute la journée, c'est pour ça que c'est important de bien s'hydrater, et on est censé avoir des urines qui soient plutôt claires, pas forcément odorantes. Les urines, quand elles sortent de notre vessie, elles sont stériles, hein. Donc elles ne sont pas censées sentir. Après, quand elles sentent, c'est parce que soit elles stagnent, soit effectivement on peut avoir une infection urinaire. Donc c'est important de surveiller son urine. Au niveau des selles, c'est important pareil de se surveiller, en fait, c'est aussi prendre soin de soi et de façon physiologique, essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Donc les selles, c'est important d'avoir un transit, de repérer notre propre transit. C'est pas parce qu'on n'a pas de selles 2 jours de suite qu'on est forcément constipé. La constipation, c'est au bout de quelques jours et en fonction de notre transit. Il y a des gens qui vont aller à la selle tous les jours, d'autres tous les 2 jours et d'autres tous les 3 jours, donc ça dépend vraiment des personnes. Attention à 2 choses, c'est qu'il y a un cercle vicieux entre des selles liquides ou de la constipation qui peuvent entraîner des infections urinaires. Donc c'est important de prendre en compte ces éléments-là et de surveiller notre transit. Si on sent que on a un transit qui est un peu plus difficile, les selles qui sont un peu plus dures, et on va se dire on n'a peut-être pas assez mangé de fibres, on n'a peut-être pas assez bu, donc c'est important de le prendre en compte. Et les selles trop liquides, on va peut-être faire un petit peu un régime qui va permettre d'atténuer un petit peu parce qu'on a des selles qui sont trop liquides. On est censé être entre deux. Voilà, surveiller qu'on n'ait pas de sang dans les selles, c'est important. Voilà, au niveau de la transpiration, ne jamais la bloquer, c'est un processus qui est physiologique, qui est naturel. Donc tout ce qui est déodorant ou même tout ce qui est dispositif qui bloque la transpiration, c'est pas très bon pour l'organisme parce que c'est un processus qui est complètement naturel. On élimine des déchets et si on vous empêche, par exemple, on ferme une déchetterie, qu'on ne peut plus aller à la déchetterie, c'est un exemple assez bête mais qui est logique, du coup ça stagne, donc c'est important d'éliminer. Pareil pour notre CO2, on en a parlé tout à l'heure, Lydie en a parlé sur la respiration, c'est important de bien évacuer notre CO2, c'est primordial de vraiment ce qu'on disait la poubelle, c'est vraiment imaginer que nos poumons, c'est comme un réservoir et qu'il faut vraiment, comme on vide tous les jours nos poubelles, il faut vider ce réservoir complètement avec des respirations profondes parce qu'il ne faut pas qu'on ait de stagnation en fait. Voilà pour le besoin d'éliminer. Voilà, qui est un besoin primaire. Le besoin d'apprendre. Alors, l'apprentissage, il se fait tout au long de la vie. Du moment où on débute notre vie jusqu'à la fin de notre vie, il y a ce qu'on appelle un système d'apprentissage. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, exactement. Tu as bien raison de le préciser. Parce que du coup, c'est ce qu'on a vraiment dit au départ, il y a de la vie jusqu'au bout. Jusqu'au dernier souffle, la vie, elle est là. Et c'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on ne peut plus apprendre de choses. C'est faux. C'est une idée qui est fausse. On apprend chaque jour. Et en fait, l'apprentissage est important parce que c'est ce qui aussi nous ramène à notre environnement. C'est-à-dire que notre environnement, il va évoluer en fonction de la technologie, en fonction des avancées médicales, en fonction aussi de nos mœurs, etc. Et ça, c'est important que nous, on apprenne chaque jour parce que du coup, ça nous maintient dans cet environnement finalement. Sinon, on est en décalage. On voit parfois les personnes âgées et les enfants, il y a des décalages de génération. On en avait parlé justement avec Lydie, c'est que des fois, il y a une incompréhension parce qu'il y a un problème d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un écart de génération avec par exemple une technologie qui est très avancée pour une génération et qui l'est moins pour l'autre génération, ce qui fait qu'on a un écart. Et c'est important, pourquoi d'apprendre? Parce que ça permet de mieux comprendre. Quand on a appris quelque chose, on le comprend mieux et ce qui crée finalement ces échanges qui peuvent se faire, on dit des multigénérationnels, entre du coup 2 générations
3 générations qui se rencontrent et qui parlent de sujets communs. De rester bloqué sur sa génération et de passer de comprendre les autres, je pense que ça ne fait pas avancer le monde en fait. Non. Je pense que c'est important que toutes les générations essayent de se comprendre. C'est vrai qu'il peut y avoir des décalages parce que c'est comme ça, la vie évolue, les mœurs, etc. Donc il faut vraiment essayer d'aller soit les jeunes vers les anciens et les anciens vice-versa vers les jeunes. Parce qu'on pense souvent que c'est l'inverse, que les jeunes doivent plutôt aller vers les anciens, mais je pense que les anciens aussi doivent comprendre aussi leurs enfants, leurs petits-enfants. Exactement. Se tenir à la page, c'est être dans l'actuel, dans le temps actuel. Oui, c'est dans la société actuelle, et puis se dire que on va tout autant apprendre d'une personne âgée qu'une personne âgée va nous apprendre, parce que c'est aussi une histoire. On va aussi pouvoir, avec une personne âgée, on va peut-être apprendre soit des choses de façon concrète, parce que nos personnes âgées elles ont énormément de choses à nous apprendre, mais aussi on peut apprendre des choses sur notre histoire, sur l'histoire en général, et nous inversement, on va peut-être plus être dans l'actualité et apprendre des choses. Apprendre, c'est aussi transmettre, c'est aussi échanger, c'est aussi la vie sociale. Et apprendre, c'est aussi maintenir ses capacités intellectuelles, cognitives et faire en sorte que notre cerveau, il travaille toujours. Notre cerveau, il s'use si on ne le travaille pas, en fait. Il perd ses compétences si on ne fait pas travailler notre cerveau. En fait, on doit toujours s'adapter à notre environnement, d'où l'importance de toujours vouloir apprendre. Mais toutes les générations ont fait ça depuis des siècles et depuis la création du monde. En fait, les humains ont évolué. Ils évoluent parce qu'en fait, ils avancent. Les nouvelles connaissances vont permettre d'avancer sur d'autres choses. Et du coup, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de bonne, mauvaise génération. Il y a juste une avancée. Il y a des choses qui aujourd'hui nous paraissent complètement particulières, bizarres, étranges et qui nous font même nous dire c'est pas possible. Oui, mais avant on n'avait peut-être pas cette connaissance qu'on a là aujourd'hui, et réciproquement, peut-être qu'avant on avait des connaissances qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais qui sont nécessaires. Donc c'est important de se dire il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a eu des mauvaises choses, mais parce qu'à un moment donné, sans dire d'excuser ce qui s'est passé, c'est une histoire et c'est un moment donné dans la vie. On ne dit pas que les guerres, on dit juste qu'à un moment donné, c'était comme ça, c'était les connaissances, c'était le contexte actuel qui a fait ça. Puis on n'avait pas de recul à l'époque, maintenant on a du recul. Maintenant on a du recul. Les événements qui se sont passés. Voilà, et puis les choses ont évolué. Là on est plus en plus, j'ai l'impression, dans une génération où on est plus, on va essayer de tendre vers se centrer sur un peu plus soi. La conjoncture actuelle nous a fait aussi remonter ça en avant, c'est-à-dire finalement ne pas se faire trop polluer par l'extérieur, mais plus aller vers soi et se connaître soi-même. Donc ça c'est important, ça amène de la bienveillance aussi. L'apprentissage de soi c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Voilà pour la notion d'apprendre. Besoin de communiquer. Alors, en fait, on est tous des êtres communicants. En fait, on n'est pas fait pour vivre sur une île déserte. Exactement. On a besoin de transmettre, percevoir des messages, interagir avec les autres, c'est dans notre nature. On reçoit des messages qui peuvent être cognitifs, affectifs, inconscients, et ainsi établir des relations avec les autres. En fait. Donc petit conseil, on vit dans un monde où on a beaucoup accès à la communication par le biais de l'internet, téléphone, etc. Les visios. Donc je pense que nous, on se sentira peut-être moins isolés que nos personnes âgées qui ont moins accès à ces outils-là. Exactement. Donc faites attention à votre entourage, vous avez des personnes âgées qui n'utilisent pas ces outils de communication et qui peuvent plus facilement s'isoler. C'est pas dans leur nature d'utiliser ces outils-là. Donc n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles, surtout en ce temps où on est un peu confiné. Prendre soin des autres en prenant des nouvelles, en essayant de toujours communiquer avec eux. Sachez que la solitude, c'est vraiment très très dur. Le fait de ne communiquer avec personne, ça peut emmener à des dépressions sévères. Donc l'intérêt de vraiment amener cette communication, d'ailleurs je vous envoie de regarder la vidéo sur la communication bienveillante. Qu'on avait fait récemment. Qui est extraordinaire et qui vous apprend comment être un bon communicant. Et puis comme dit Lydie, je rebondis juste sur parfois vous savez, ne serait-ce que appeler, même ne serait-ce que 5-10 minutes, ça peut égayer la journée d'une personne qui est seule chez elle. Ça aussi redonne du lien et on redonne une place à la personne. C'est un peu ce qu'on avait dit dans la communication bienveillante, c'est-à-dire que on se dit on prend de nouvelles et c'est important parce que du coup c'est aussi au-delà de l'appel, le message qu'on va aussi envoyer, c'est on sait que tu es là par exemple. Même bonjour, ça va, sincèrement. Exactement.
enfin, la personne dit oui, ça va, ou alors la personne peut vraiment s'arrêter et a vraiment besoin de parler avec vous. Ça peut être pas forcément l'entourage proche, ça peut être aussi un voisin. Exactement. Ou quelqu'un que vous croisez, que vous n'avez pas vu X temps dans la rue. Voilà. Ça, je pense que ça fait il y a un bénéfice un peu partagé entre la personne qui va donner un message et puis la personne qui le reçoit. Finalement, il va se passer aussi un échange et c'est important dans les deux sens. On est aussi satisfait de croiser son voisin, une personne âgée par exemple, qui a besoin d'un petit coup de main et on le croise. Et puis finalement, c'est aussi quelque chose qu'on partage, donc c'est important que ça se maintienne. Même si c'est un voisin par exemple qui vous fait que râler dessus quand vous arrivez, même lui il a besoin de communiquer, même si c'est râler sur les gens, n'empêche qu'il communique. Il communique, il fait passer un message. Voilà. Exactement. Agir selon ses croyances et ses valeurs. Alors, c'est la nécessité de connaître et promouvoir ses propres principes, croyances et valeurs. Également, s'impliquer dans le sens que l'on souhaite donner à sa vie. Donc vous allez me dire, c'est très profond ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est un peu quelque chose, nos valeurs et tout ça, c'est tellement ancré dans notre éducation. C'est personnel. C'est vraiment propre à chacun. Donc chacun a sa propre vision des choses. Donc ça, il faut bien le respecter, il ne faut pas être dans le jugement. Oui, mais. Enfin, maintenant, on essaie un peu de diviser par rapport aux croyances des uns et des autres. Donc bien respecter la croyance de chacun. Ça lui est propre, c'est ce qui lui rassure au quotidien. Voilà. Aussi en tant que soignant, par exemple, on respecte notamment ses valeurs et ses croyances. Si pour une toilette, un homme ne veut pas une femme ou vice-versa, en général, ça, on le prend bien en compte. Parce que voilà, c'est dommage de forcer quelqu'un, enfin, on est plutôt dans la maltraitance du coup. Complètement. Voilà, et pareil aussi, donc tout ce qui est rituel autour du décès ou de la fin de vie de la personne, ça aussi, on doit respecter aussi ce que la famille veut mettre en place. Ouais, donc respectons toutes ces croyances, toutes ces valeurs, et je pense qu'on vivra dans un monde. En fait, je te rejoins Lydie, c'est respectons, apprenons peut-être de l'autre. On est tous différents, mais on peut aussi apprendre de l'autre. Bien sûr. Et je pense que quand on apprend, ça fait vraiment écho à ce qu'on a dit, quand on apprend de l'autre, on comprend mieux et on peut respecter. Après, les valeurs, c'est aussi propre à chacun dans son histoire de vie. Ne serait-ce que dans son éducation, dans son histoire familiale, en fait, on est tous différents. Oui, complètement. Et même des frères et sœurs, on est aussi différents parce qu'on porte aussi, il y a une part génétique aussi, donc on porte une part de notre histoire, donc on est aussi différents par rapport à ça. Mais c'est important, comme Lydie, de vraiment respecter ça et je pense que ça amène aussi de la bienveillance. Si chacun se respecte et respecte l'autre en tant qu'individu différent de soi, je pense qu'on amène aussi un peu plus de bienveillance. Si on a des curiosités sur certaines valeurs qu'on ne comprend pas, certaines croyances, on peut amener des discussions, exactement, des échanges. Ça peut être très intéressant aussi. En restant ouvert et ce qu'on avait dit dans l'ouverture d'esprit. Voilà, ouverture d'esprit, ne pas juger surtout. Voilà. L'autre est différent, il faut aussi accepter. Même en tant que soignant, on se dit non, vous êtes à l'hôpital, c'est comme ça, il n'y a que des femmes, on peut faire autrement. Faut vraiment prendre en compte, d'où l'intérêt dans nos formations aussi qu'on ait tous ces besoins fondamentaux en tête pour vraiment prendre en charge la personne de manière globale et pas qu'elle subisse les soins. En fait, je pense qu'il faut qu'on décloisonne le côté manger, boire, dormir, se respirer. L'individu, c'est pas ça. L'individu, c'est tout ce qu'on est en train de dire là. Donc c'est important, et bien si ces valeurs, ces croyances, elles sont comme ça, et c'est important que la personne, comme tu disais, elle décède dans ce cadre-là, et avec cet accompagnement-là, pourquoi ne pas le mettre en place? Si c'était son souhait. Si c'était son souhait. C'est super. Enfin, je veux dire, respectons vraiment ça, c'est important, parce que du coup, c'est aussi un accompagnement qui se fait jusqu'au bout. Et non seulement le décès se passera mieux pour la personne, la fin de vie c'est comme ça, mais par contre ça permettra d'accompagner au mieux la famille dans cette épreuve difficile. Et plus les choses se passent avec bienveillance et en accord avec la famille, mieux ce sera pour du coup la suite, le travail de deuil et toutes ces étapes importantes. Un accompagnement qui se passe mal parce qu'on n'a pas respecté les croyances et les valeurs,
c'est aussi derrière une répercussion sur toute une famille. Ça, c'est important de l'avoir en tête quand même. Les dangers. Du coup, alors, l'organisme il a besoin de se protéger des dangers externes, des agressions externes et internes qui pourraient porter atteinte à l'intégrité, en fait, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc on a plusieurs exemples, par exemple les risques de chute chez la personne âgée. Donc on va sécuriser l'environnement pour éviter que les personnes elles se mettent en danger et qu'elles chutent. Éviter les tapis, mettre de la lumière la nuit avec des petits luminons au sol pour justement éviter un peu les obstacles et puis permettre à la personne de pouvoir aller par exemple, aux toilettes la nuit sans difficulté. On a aussi tout ce qui est danger interne qui sont propres à nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a une problématique de diabète. Alors on ne va pas être dans le discours d'interdire le sucre, mais par contre il faut trouver un juste milieu entre le plaisir et en même temps cette problématique de diabète qui est quand même présente et qui peut être très dangereuse. Quelqu'un qui a une problématique de troubles cardiovasculaires, c'est la même chose. On va essayer de trouver un juste milieu entre plaisir alimentaire et en même temps avoir en tête qu'il y a quand même un danger interne, donc physiologique, qui peut entraîner, avec des complications, le décès de la personne. En fait, c'est la loi de la prévoyance, quoi. Exactement. Plus vous êtes prévoyant, plus vous faites attention à ce qui vous arrive le monde. Alors après, du coup, comme dit Lydie, la prévoyance sans être dans quelque chose où on devient la psychose. Donc attention, comme par exemple si on vous parle du contexte actuel, parce que c'est un peu l'actualité, donc il y a prévention et il y a finalement focalisation sur la problématique. C'est deux choses différentes. Qu'on prévienne et qu'on fasse des gestes barrières, c'est important parce qu'on prévient les risques qui sont extérieurs à nous. Mais attention, ça génère de l'anxiété. Il faut faire attention entre attention, là c'est en train de me générer de l'anxiété, de la dépression, un mal-être complètement psychologique. Attention, il faut toujours être dans éviter les dangers, c'est assez complexe parce qu'il faut être entre deux. C'est-à-dire ne pas une personne âgée, je disais tout à l'heure pour le tapis, elle veut son tapis, c'est pas dire non. C'est quelle solution on peut avoir pour adapter. Donc éviter les dangers, c'est vraiment, on est toujours entre deux sur trop de sucre, attention. Après l'intervention d'un professionnel à domicile aussi. Un ergothérapeute ou même. La fonction du personnel qui intervient, des fois, ça fait réfléchir à la personne et dire bah oui, du coup j'enlève le tapis. Oui, c'est ça. Que si c'est l'enfant qui dit bah enlève ton tapis. Oui. Après, il y a toujours pareil, peut-être le professionnel il a ce recul, il n'a pas la même présence et le même rôle finalement. Du coup, il peut peut-être avoir un autre regard et c'est peut-être plus facilement vécu par la personne. Mais voilà, danger, il y a vraiment les dangers internes à nous-mêmes qui sont de notre propre organisme, de nous-mêmes, et tout ce qui est externe. Après, ça va être aussi faire attention. Les dangers, ça peut être aussi dans je sors, il fait super froid, une personne âgée qui sort, il fait très froid, elle n'a pas les vêtements qui sont adaptés, elle se met en danger. Donc attention, ça aussi c'est des problématiques qu'on retrouve chez les personnes qui ont des problèmes de troubles de la mémoire ou des débuts de démence. Donc attention, ou mettre plusieurs couches et des débuts de psychose. Enfin voilà, c'est des mises en danger finalement parce que du coup une hypothermie ou une hyperthermie c'est pas forcément pour l'organisme. Voilà pour les dangers qu'on peut remettre en avant. Mais attention, toujours la balance. Ne pas priver, ne pas interdire, mais en même temps trouver un juste milieu entre manger trop de sucre et finalement arriver à trouver un compromis. C'est important parce que la qualité de vie elle est aussi dans l'état psychologique. C'est-à-dire que si on est privé de tout, je ne suis pas sûre que psychologiquement ce soit un bénéfice derrière. Bénéfique, pardon. Ouais, ça confine un peu le cerveau à l'information. Et puis ça entraîne finalement à l'inverse. Quelqu'un qui est privé, du coup il va faire l'inverse à un moment donné, ça va être compulsif et il va manger de façon déraisonnée. Voilà pour les dangers. Évitez la castagne. Prochain besoin, donc dormir et se reposer. Donc alors, on sait que les problématiques de sommeil, elles jouent un rôle néfaste sur la santé. On sait que d'après des études qu'on a fait en France, en fait, les Français dorment un peu moins de 7 heures par nuit. Et moins de 7 heures par nuit, ce n'est pas un sommeil qui est récupérateur. D'où l'importance de prendre bien soin de sa qualité de sommeil, de vraiment se pencher sur ça, parce que le sommeil, c'est pas juste dormir et se reposer. Il y a vraiment tout un système de votre organisme qui s'enclenche pour qu'il soit récupérateur, aussi que ce soit pour la nervosité, c'est-à-dire que les nerfs se détendent. Exactement. Vraiment,
dormir 7 heures par jour, c'est vraiment l'idéal et je sais qu'en France, les statistiques sont pas bonnes pour ça. Donc dormir moins de 6 heures, en fait, ça réduit votre vigilance pendant la journée, ça augmente votre irritabilité et ça peut aussi perturber les relations familiales ainsi que la qualité de vie. Ça peut aussi être lanceur de maladies type diabète et d'obésité aussi. Voilà. Après le stress aussi. Hein. Mmh. Moins on dort, plus on est sur les nerfs et plus on est stressé. Et plus on est stressé, moins on dort. C'est un peu le cercle infernal qui se met en route. Et pour conseil, donc, si la nuit n'a pas été bonne, voilà, privilégiez peut-être une petite sieste. Voilà, on sait maintenant que les siestes peuvent être quand même récupératrices. Aussi, la température de la chambre, faites attention que ce soit pas trop chaud, que ce soit vraiment à 18 degrés. Après, il y a des huiles essentielles aussi, telles que la lavande, qui peut favoriser l'endormissement. Moi, j'ai quand même évité les tisanes, parce que du coup, ça donne envie d'aller aux toilettes, donc du coup, ça vous coupe un peu dans votre sommeil. Donc voilà, pour le sommeil. C'est parfait. Donc là, on a le besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture. Donc ça concerne toute notre activité motrice, donc se déplacer, les activités physiques. Il faut aussi que notre environnement soit assez ergonomique pour nous, qu'on soit assez confortable dans notre logement, dans notre travail aussi, voilà, surtout ceux qui ont une position un peu assise, ou ceux qui utilisent du matériel ergonomique pour soulever les charges, entre autres. Il est important aussi de connaître les limites de son corps. Voilà. La sécurité sociale, par exemple, pour soulever une charge, elle préconise pour les femmes 25 kg pas plus, et pour les hommes 50 kg pas plus. Donc ça, faut bien l'avoir en tête parce que souvent, le mal de dos, c'est la maladie du siècle. Donc faites attention aux charges. Plus votre ceinture abdominale sera présente, plus elle maintiendra votre dos. Donc vous aurez moins de douleurs au niveau des dorsaux, etc. Pour conseil, donc évitez un comportement qui est sédentaire, voilà, d'être trop dans l'inactivité. Moins vous allez bouger, plus vous allez avoir une perte musculaire, aussi au niveau des tendons. Il faut entretenir un peu son véhicule, quoi. Et puis alors un truc tout simple, il vous suffit d'avoir une semaine où vous êtes arrêté, vous avez ne serait-ce qu'une grippe, vous avez une pathologie et vous êtes alité. Vous sentez déjà que vos musculairement, vous perdez des forces, vous avez du mal à vous lever et on le sent, en fait vous le sentez physiquement. Et imaginez donc une personne âgée qui est plus fragile, donc la fonte musculaire elle est quand même assez importante et elle peut arriver assez rapidement. Donc c'est important, la sédentarité c'est vraiment une vraie problématique pour nos muscles, pour nos articulations. En fait, moins vous en faites, plus vous restreignez la possibilité de faire les choses et... En fait, il faut vraiment un mix entre pratiquer une activité physique, pas forcément sportive, même si chacun peut trouver un peu un sport où il se sent à l'aise, mais aussi le travail de la souplesse. En fait, plus vous serez souple, et moins vous aurez de douleur à certains mouvements. C'est important de travailler la souplesse. Complètement. Après, il y a aussi, vous pouvez aussi aller marcher, ça peut que vous faire du bien, marcher régulièrement. Le but, c'est de vraiment pas rester sédentaire. On peut en temps de repos et tout, mais que ça soit pas quelque chose qui soit une habitude de vie, quoi. Le besoin de se recréer. Alors, se divertir, se recréer, c'est un besoin très important. Dans une société où tout va vite, dans une société où le travail prend, et ça a toujours été, le travail c'est une grosse partie un peu de notre vie, c'est important d'avoir des temps de pause, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique et social. Pourquoi ces temps de pause? Parce que c'est les temps où on va prendre un peu de recul, on va se poser un peu, on va peut-être faire des activités qui nous font plaisir, on va aussi apprendre à se connaître. C'est des temps de loisirs, où on va peut-être pouvoir s'épanouir. Parfois le travail c'est difficile. Il y a les personnes qui vont être bien dans leur travail, les personnes qui vont être moins bien dans leur travail, et du coup ces temps de pause, quoi qu'il arrive, sont nécessaires. Nécessaires sur tous les plans. Le fait de se poser, c'est aussi aller un peu chercher, se retrouver soi-même, se retrouver, aller chercher une partie de soi finalement, parce qu'on est aussi dans une routine où tout va vite.
Et ce temps où on se pose un petit peu, c'est un temps où finalement on a davantage de bénéfices à un peu aller chercher des loisirs extérieurs. C'est la récréation. C'est la récréation. Comme les enfants qui ont besoin d'une pause entre chaque cours pour pouvoir couper et assimiler le reste, et ben c'est un peu la même chose pour l'adulte, la personne âgée. Il y a besoin de temps où c'est une pause, où je me fais plaisir dans la lecture d'un livre, je me fais plaisir à faire une activité qui me plaît, je partage, on peut aussi travailler sur la vie sociale, je partage quelque chose avec un proche, des amis. C'est aussi un temps où vous pouvez développer aussi un peu plus la connaissance de vous-même, la connaissance de soi, avec des activités type méditation, yoga, sophrologie. C'est des activités qui permettent vraiment de travailler sur le corps, sur l'esprit, et qui permettent de reconnecter un petit peu notre tête et notre corps. Voilà pour un petit peu se récréer. C'est aussi un moment où on se déconnecte. On se défocalise des soucis du quotidien, donc que ce soit soucis, vie de famille, vie quotidienne ou travail, et on se focalise sur quelque chose qui va nous faire du bien, qui nous remplit au niveau des énergies, donc positivement, qui nous fait du bien sur le plan c'est vraiment un temps de plaisir, quoi. Temps de plaisir. Les occupations, c'est ça. On a hâte d'y être. C'est ça. Vite qu'on joue aux jeux de société, vite aux jeux vidéo, vite à ci, vite à ça. On se recharge, et puis il y a ce qu'on appelle en coaching, en psychologie positive, on appelle ce qu'on appelle le flow. C'est vraiment la sensation d'avoir une activité dans laquelle on est complètement centré, et on pourrait même imaginer que le temps n'existe plus. Et ça fait partie de la théorie du bien-être. C'est important d'avoir ce côté-là, parce que c'est vraiment comme ça qu'on développe aussi le bien-être, le bonheur, le bien-être pour la personne, parce que ça fait partie des temps. Fraction de seconde, je suis tellement focalisée sur ce que je suis en train de faire que je suis vraiment centrée sur l'instant présent et que le temps n'existe plus. Et c'est un moment où on se recharge, on recharge nos batteries, on recharge nos énergies, et on recharge vraiment tout pour repartir à zéro et être bien plus productif derrière sur même notre travail. S'occuper en vue de se réaliser. En fait, ça concerne notre auto-réalisation, c'est-à-dire d'avoir des projets, créer des choses qui nous tiennent à cœur, tenir un rôle dans une organisation sociale, conserver son estime de soi et se dire qu'on est capable de faire des choses. En fait, c'est tout ce qu'on va générer, créer, se sentir bien parce qu'on a fait des choses, se sentir capable de faire, utile dans la société. Enfin, c'est vraiment un besoin pour les soignants qui est très évident, mais pas forcément, quoi. Donc, petit conseil, donc, je vais vous lire ça. Donc, ne vous mettez aucun frein si vous avez envie d'un projet. Foncez, on s'en fout du regard des autres, car ce qui nous anime nous fait sentir en vie. Essayez d'avoir des projets pour éviter un train-train quotidien qui vous enferme dans vos limites, et surtout, dépassez-vous. Voilà, si vous avez quelque chose en tête, allez-y, foncez. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. J'ai terminé sur ça, Aurélie. Rajoute ce que tu veux. Je rajouterais juste, pour nous, se réaliser, vous pouvez le constater, c'est la création de notre chaîne YouTube. Ah ouais, carrément. Je rebondis là-dessus parce que du coup, pour nous, c'était un projet qu'on avait élaboré depuis quelques années, de développer le non médicamenteux. Et du coup, nous, on se réalise aujourd'hui avec Lydie de façon très concrète, en partageant ça avec vous, avec toute la bienveillance possible. On essaye en tout cas de partager, et pour nous c'est un vrai projet qui prend tout son sens. Vous verrez un petit peu sur la petite vidéo un peu rigolote, pour nous ça prend tout son sens aujourd'hui, donc on voulait vous partager. Il n'y a pas de limite. Il y a quelques mois on était soignante dans un EHPAD. Aujourd'hui on réalise notre projet qui se met en place petit à petit, c'est certain. Mais en tout cas, réalisez vos projets parce qu'on n'a qu'une vie, elle est assez courte. C'est ça. Et si vous ne le faites pas demain, c'est dommage finalement d'avoir des regrets. Il y a toujours une chose qu'on peut se dire, c'est à la fin, par exemple, moi je dirais, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai finalement accompli et qu'est-ce qu'il en ressort. C'est important finalement quand on regarde notre vie, la vie passe vite. Et il n'y a pas de bons ou mauvais projets, il y a comment on a envie de les faire, comment on a envie de les réaliser et qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est tellement dommage dans la vie d'avoir envie de faire des choses et de ne pas le faire. C'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de freins qui peuvent vous empêcher. Mais franchement, essayez de balayer les freins et allez-y, foncez.
même si on tombe, c'est pas grave quoi. On se relèvera, hein. Enfin, le tout c'est d'avoir fait ce que vous avez envie de faire et C'est ça c'est la vie. C'est la vie. Et puis, comme dit Lydie, se réaliser, c'est à tout âge, finalement. Ah bah oui, Il n'y a pas d'âge, hein, on peut... Si à 90 ans j'ai envie de faire un saut en parachute parce que ça y est, enfin j'ai plus le vertige, et ben je le fais. Bah exactement. Voilà. Maintenir la température de son corps. Alors du coup, notre organisme, il doit se maintenir dans une température adaptée. D'une fourchette, on dit toujours la fourchette c'est 36-37,5, la température moyenne, pour physiologiquement il n'y ait pas d'atteinte au niveau de nos organes. Du coup c'est important que cette température elle soit à peu près maintenue. Attention, c'est une moyenne, il y a des gens qui auront peut-être un peu plus, un peu moins, donc c'est toujours pareil, c'est individuel. On va juste rappeler les normes, donc l'hypothermie c'est inférieur à 35, quand on dit subfébrile c'est qu'on est entre 37,5 et 38. Après, l'hyperthermie, il y a trois zones, légère 38-38,5, modérée 38,5-39 et élevée 39-40. Donc, du coup, c'est important d'observer la personne qui peut avoir de la fièvre. Il y a effectivement des signes cliniques qu'on peut vraiment observer, les yeux vitreux, les pommettes qui sont un peu rosées. On a des frissons, on peut avoir des frémissements, de la sueur, on peut avoir des maux de tête. Attention, ce qui est important de prendre en compte, c'est jusqu'à quel seuil ça devient dangereux. Alors on a le seuil température, mais on a aussi le seuil physiologique de la personne, c'est-à-dire qu'il y a des gens à 39, ils ne vont pas supporter la température, donc c'est important de le prendre en compte, chacun est différent. Donc le risque, c'est effectivement les convulsions qui peuvent être très dangereuses, mais aussi la déshydratation. On n'y pense pas forcément, mais c'est le risque de se déshydrater parce que la personne elle ne boit plus, elle perd énormément d'eau en transpirant, en ayant ses frissons et en transpirant de façon très importante. Elle ne se réhydrate pas assez, elle n'a peut-être pas assez bu en plus depuis peut-être 24 heures, donc c'est important. Donc les conseils en non médicamenteux, alors il y a les prises de traitement en non médicamenteux. Fièvre importante, c'est mettre au niveau des plis de laine des pains de glace de chaque côté. Attention. Alors déjà, plis de laine, pourquoi? Parce que c'est des gros vaisseaux, donc ça va rafraîchir assez rapidement le corps. Attention, jamais à même la peau, parce qu'on brûle la peau. C'est dangereux, en fait, on brûle la peau. L'idéal, c'est une serviette. Voilà, une serviette éponge ou même un gant, mais jamais à même la peau. On peut mettre sur le front un petit peu. L'idéal, c'est de déshabiller un petit peu. Ne pas faire descendre. Alors, l'histoire du bain trop froid, c'est pas forcément bon non plus parce que du coup, on fait un choc un peu thermique. Trop vite. Pour des bébés, c'est hyper dangereux, on fait attention, donc on garde même la même température. Par contre, se déshabiller un peu et surtout s'hydrater. Que ce soit de la tisane froide ou même tiède ou même de l'eau. Faire vraiment boire à la personne. Pour les personnes diabétiques, attention, leur faire boire même ne serait-ce qu'une petite goutte de sirop, mais leur faire boire ou leur faire manger quelque chose parce que ça peut être un des risques principaux chez les personnes diabétiques. Se vêtir et se dévêtir. Donc en fait, les vêtements, ils ont vraiment un rôle protecteur pour nous, que ce soit en termes de température, etc. Ils nous aident également à nous construire une identité physique, mentale, sociale. Voilà pour le besoin de se vêtir et se dévêtir, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Si j'ai un petit conseil, c'est vraiment d'adapter ses vêtements selon les saisons. Et surtout, aimer porter ce que vous voulez, faites comme vous avez envie. Quoi. Après, c'est aussi là la liberté d'être aussi un individu à part entière. Et le vêtement, finalement, l'important, je pense que au-delà du côté mode, c'est aussi d'être bien dans son vêtement. Quand on est bien dans son vêtement, on est aussi bien dans sa peau et du coup, ça se reflète auprès des autres. Enfin, il y a la question de la mode et il y a aussi la question d'être bien dans ce qu'on porte et être à l'aise. Et ça, je pense que c'est quand même primordial quand on se sent bien dans un vêtement. Il y a aussi un bien-être qui soit physique, mais aussi psychologique derrière. On se sent bien, on a aussi. Souvent, c'est un plaisir. Les personnes ont toujours une tenue fétiche. Oui, c'est ça, complètement. Toujours une tenue où elles sont sûres qu'elles sont bien dedans. On dit des valeurs sûres. Ouais, des valeurs sûres. C'est ça. Bon, voilà, faites les soldes. Voilà. C'est ça. Et protéger ses téguments. Alors je commencerai par dire un corps sain dans un esprit sain.
Alors, l'enveloppe corporelle, c'est ce qui va protéger notre organisme. Donc nos organes, nos vaisseaux, donc c'est important que cette peau elle reste saine. Quand on dit saine, c'est-à-dire sans lésion. Alors il y a deux choses importantes, je vais découper un petit peu. Il y a la partie hygiène, donc c'est important de se laver. Pourquoi ? Parce qu'on prévient un peu des infections, on protège aussi notre peau. Alors il ne faut pas la décaper, attention, mais on protège aussi notre peau. C'est important, l'hygiène se développe au fil du temps et ça a été reconnu comme quelque chose qui est bénéfique. Se laver les mains, c'est bénéfique, c'est une première barrière de protection et un moyen de prévention pour les maladies infectieuses. Donc ça, c'est important. Après, il y a se laver, Il y a une différence. Il y a se laver comme voilà, une obligation et il y a aussi se laver de façon plaisir. Donc c'est important d'allier les deux, c'est-à-dire que se laver, ça devient aussi quelque chose d'agréable, de plaisant. Alors on peut jouer sur les odeurs. Quand on se lave, on a les savons qui peuvent sentir bon, on a un temps qu'on se dédie à ça, on peut mettre de la musique. Pour une personne âgée qui n'a pas forcément envie de faire ses soins, ça peut se faire en musique, ça peut se faire de façon très conviviale, ça peut se faire en rigolant, ça peut se faire... Donc il y a aussi ce côté-là. Il n'y a plus que l'hygiène de se laver, mais il y a ce côté hygiène qui devient un soin, mais un soin aussi sur le côté psychologique, parce que du coup ça devient un temps agréable. Donc ça c'est important de vraiment le mettre en avant. Il y a partie hygiène, mais il y a aussi la partie plaisir. Au-delà de ça, c'est important de bien se laver avec des gels douches ou des savons, peu importe, adaptés. C'est-à-dire que si on a une peau sèche, c'est important d'utiliser peut-être des produits sur gras parce que notre peau elle a besoin d'être bien hydratée. Pourquoi ? Une peau qui est sèche, elle va vieillir plus rapidement. Et une peau qui est sèche, elle va plus avoir tendance à se léser. Chez la personne âgée, par exemple, on remarque tout le temps que les peaux des personnes âgées, elles sont assez fragiles et elles sont souvent, on remarque bien, assez sèches. Quand on tire un petit peu la peau, par exemple, moi je tire ma peau, là on voit que c'est tendu, j'ai une peau qui est assez jeune et du coup qui n'est pas forcément sèche. Mais attention, on peut avoir une peau assez sèche. Donc quand on fait la pince, là, on voit que la peau, elle est sèche. Et c'est dangereux, pourquoi ? Parce que on peut facilement se faire des plaies. C'est pour ça que souvent nos personnes âgées, pour raison qui pensent, non, parce qu'elles se sont fait des scalps, la peau c'est simplement lésée. Il suffit qu'elle touche un coin de porte. C'est ça. La peau, on dit souvent aux soignants, on dit c'est de la peau, c'est du papier à cigarette. Voilà. C'est un peu l'expression des soignants, c'est-à-dire que la peau elle est tellement fine que le moindre effleurage par rapport à un coin de table, effectivement on a une plaie. C'est ça. Pourquoi on fait autant attention ? Parce que le plaie, c'est quoi ? C'est une porte d'entrée, c'est un risque infectieux. Il y a le risque infectieux, et chez les personnes diabétiques, il y a un risque important que les plaies ne cicatrisent pas correctement. D'une petite plaie, on arrive finalement à des plaies dramatiques chez les personnes qui sont diabétiques. Donc c'est important de protéger sa peau. Pareil, pourquoi finalement, c'est dans les gestes principaux des soignants, la prévention de l'altération de l'état cutané, elle est primordiale, parce qu'une personne âgée est plus fragile, une personne alitée est plus fragile, donc c'est important de redynamiser par le fait d'effleurage le système sanguin, les vaisseaux, ce qui fait que du coup on a une bonne circulation et on évite une stagnation. On évite que finalement quand on a un point d'appui, on évite que ce point d'appui comprime et empêche finalement nos vaisseaux de circuler correctement et de nécroser en fait cette zone en fait. C'est un peu comme le système, ça va très vite. Ça va très vite. Comme le système de je bloque, en même temps je suis en train de léser parce que j'empêche finalement que ça circule correctement, je comprime et j'empêche les cellules finalement d'avoir l'oxygène nécessaire. Du coup ça peut être des tissus qui meurent et du coup on part sur des escarres. Voilà, des escarres. L'escarre c'est vraiment la principale problématique qu'on a chez les personnes âgées. Ou les personnes même alitées, ça peut être des personnes jeunes qui ne s'immobilisent pas et du coup c'est pour ça qu'on fait des mobilisations un peu pour essayer de faire que l'organisme en fait on évite tout ce qui est point d'appui qui peut léser les tissus. En fait ce contact avec le sol ou avec le plan dur peut léser les tissus parce que c'est cette pression qui empêche finalement une bonne circulation et une bonne irrigation des tissus. Après la partie soins, c'est aussi important au niveau psychologique et social, c'est-à-dire l'apparence finalement. Quand on sent bon ou quand on est propre, quand on vient de se laver, c'est agréable. Quand on va se coucher, qu'on est dans un pyjama, qu'on se sent propre, qu'on se sent bien, c'est agréable d'aller se coucher par exemple. Ou simplement même l'image qu'on renvoie, c'est-à-dire que c'est important de se sentir bien dans notre corps et dans notre tête du coup. Et ça passe aussi par l'hygiène, se sentir bien dans son corps, dans sa tête. C'est un peu l'ensemble finalement. C'est un peu quand on met un vêtement, quand on est bien dans le vêtement, c'est un peu pareil. Quand on se sent propre,
on se sent bien On se finalement. sent bien dans son corps. Voilà. Et puis c'est important de prendre soin de son corps parce que finalement c'est l'enveloppe, mais c'est aussi une partie de soi. Faut pas qu'on déconnecte la tête et le corps, c'est vraiment un ensemble et c'est important de prendre soin de son corps de cette manière-là. Donc voilà, on disait du coup privilégier tout ce qui est savon sur gras, ça, pour les personnes âgées c'est quand même assez intéressant. Tout ce qui est crème, huile ou lait hydratant, peu importe. En tout cas, si vous avez une peau sèche, il faut bien l'hydrater. La technique, je voulais vous en parler, la technique sous la douche de la relaxation, c'est important, je voulais vous en parler. Du coup, c'est aussi, quand l'eau, symboliquement, c'est purifiant. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes en train de vous doucher ou même vous vous lavez au gant, peu importe. Vous vous lavez et c'est comme si vous nettoyez. Vous nettoyez votre journée, vous lâchez prise, vous soufflez tranquillement. Et puis c'est comme si vous évacuez un petit moment, c'est un temps qui devient très agréable. Un temps, une coupure, une pause. Et vous le lavage des cheveux. Se masser le cuir chevelu, c'est agréable. Ça, c'est toutes des petites choses qui font qu'on passe du côté hygiène au côté plaisir. Parce que finalement, c'est un peu ça. Il faut vraiment allier les deux. C'est une part l'hygiène. Et en même temps, il y a aussi le plaisir de se masser les cheveux, de se masser le corps, de mettre de la crème. Sans obligation de mettre de la crème, mais de se laver, de se sentir bien, de se sentir propre, de se sentir bon. Et merci d'avoir regardé notre vidéo. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui vont arriver prochainement. Avec Aurèle, on se donne des rendez-vous. Voilà. Ça bouge, vous voyez. Voilà. N'hésitez pas à, par contre, partager un peu des idées de vidéos parce qu'on est très ouverte à cela. C'est qu'on est force de proposition. En même temps, notre chaîne elle est jeune, donc on n'est pas connu dans le monde de YouTube, mais du coup on crée nos petits trucs. Mais si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas. Vous savez que cette chaîne c'est vraiment pour vous, pour partager des choses avec vous. Donc, on est bon entendant. Voilà, exactement. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, si vous voulez, on avait pensé avec Lydie cibler peut-être sur des thématiques par rapport aux 14 besoins. Donc si vous avez envie qu'on développe certaines thématiques par rapport à cette vidéo, par exemple, on avait pensé au sommeil, à l'alimentation, n'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on puisse vous faire d'autres vidéos qui soient plus adaptées et puis qu'on puisse centrer un petit peu sur vos demandes parce que je pense que là on a un peu centré pour que ça fasse pas une vidéo de 2 heures mais par contre il y a encore énormément de choses à dire sur ce sujet là donc qu'on peut être amené à développer plus tard sans problème. Voilà, n'hésitez en tout cas surtout pas et puis on vous souhaite en tout cas comme d'habitude une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine, likez, abonnez-vous, mettez la petite cloche et partagez. Voilà, c'est tout dit. Au revoir. De la fièvre, c'est la déshydratation. Donc c'est important de... Oh pardon, j'excuse le Covid. Excuse-moi. Je sentais... Je me suis dit... Je sais plus ce que tu disais. Sinon je... Voilà. Très bien. Ça te va? C'est physique cette vidéo. Tu veux que je te... Je sais, moi. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Chaussée. Tu vois, c'est horrible parce qu'il y en a une qui parle et ça part dans tous les sens. Je pense qu'il va prendre l'habitude à faire ça.